Du coup, je vous propose qu'on commence donc ce deuxième talk. Donc avec Johan Missiak, qui est docteur en médecine et biologie médicale chez Innovi, et donc il va nous parler des LLM appliqués en biologie médicale. Donc je te laisse ta 20 minutes. Bonjour, merci pour la présentation. Alors on va rester dans comme la présentation précédente, on va rester dans le thème du benchmark, et nous on va le faire sur du benchmark vers l'utilisateur final, et étant l'utilisateur final, qu'il soit un médecin ou un professionnel de santé. Donc je m'appelle Johan Missiak, je suis un des médecins spécialistes au départ en biochimie clinique, et du coup je travaille pour Innovi à Toulouse. Innovi, on a un très grand laboratoire français, on a un très grand groupe, on a beaucoup de laboratoires en France, on verra après. Je suis aussi membre du comité scientifique d'Innovi et je suis professeur de médecine à l'université de Chichester, donc au Royaume-Uni, pour le master IA santé, et je fais là le deep learning pour la computer vision sur l'image de radiologie, des scanners, des TDM, et aussi la partie éthique, légale, tout ce qui est avec le RGPD, l'IA Act, et après l'éthique en tant qu'éthique médicale. Donc, hop. Alors pour la présentation, alors je présentais un petit peu Innovi, puis après je vais vous présenter l'équipe IA Innovi, avec donc la partie C20 qui est celle de Toulouse, qui est plutôt le Innovi Group sur la partie IA, c'est centré sur Toulouse. Après on va regarder l'état de l'art LLM médical, et après on va parler aussi du contexte légal. Puis après, on va finir sur l'évaluation des LLM, qui est le cœur de la présentation. Vraiment, c'est le benchmark, le leaderboard, comment on fait un leaderboard en médecine, etc. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être MMLU, un des plus connus sur le leaderboard. On va regarder les limites des LLM, et aussi au niveau des leaderboards. Puis à la fin, on fait les conclusions et les perspectives. Voilà, présentation plutôt axée médecine. Donc, Innovi, c'est très dans un nombre de sites, en fait, de proximité. On a des plateaux techniques, on a des centres de prélèvement. En gros, Innovi, c'est un grand groupe de laboratoires de biologie médicale. C'est là où vous allez pour faire à l'époque la PCR Covid, ou faire prélever, des choses comme ça. On a beaucoup de plateaux techniques. Voilà, on a des centres d'AMP, de la procréation médicale. On a 2 plateaux techniques vétérinaires. On a de la NAPAT aussi, qui est une spécialité médicale. Voilà, on a quand même beaucoup de collaborateurs, et on reçoit à peu près au total du groupe plus de 100 000 patients par jour. Voilà, donc c'est quand même assez conséquent. Les régions où on est présent, c'est plutôt sur le sud. On en a quelques laboratoires à Paris. Et après, on a le corps, c'est surtout Clermont-Ferrand avec la génétique, et aussi Marseille avec des analyses un peu plus spécialisées. Voilà. Hop, j'avance. Les questions finalement d'Innovi, c'est sur l'IA médicale, comment on se développe en tant que groupe de santé, de laboratoires, de spécialistes médicaux, et avec l'avènement de ChatGPT, de Perplexity, de Claude AI. Et l'intérêt, c'est de savoir finalement comment on devient indépendant avec ces systèmes-là et comment on s'en sort. Et heureusement qu'il y a maintenant les modèles locaux, enfin depuis quelques temps maintenant, et heureusement on a tout ça qui permet finalement de garder une souveraineté par rapport à ChatGPT, déjà une souveraineté du code, déjà de base. Donc voilà, donc l'intérêt nous, c'est vraiment d'être indépendant et de garder en fait la souveraineté des données, déjà des données patients, parce qu'avec la CNIL, on est très très suivi sur les données des patients. Donc voilà, le message c'est vraiment de Innovi, on veut rester souverain des données, donc de l'IA médicale, et établir en tant que leader français ou européen de l'IA médicale en fait. Alors pour l'équipe CBA, donc on est plusieurs personnes, il y a Mathieu Bernier, Johan Missiak, comme moi, Mathieu qui est présent dans la salle aussi, qui s'occupe de la promotion du projet, mais aussi le promoteur en tant que recherche médicale. On a des docteurs chez nous, voilà, donc Aurélie, Agathe, Julia, Jean-Louis, Yannick, Thomas, Mathieu et encore moi. Et après, on a une équipe IT qui est vraiment exceptionnelle aussi, qui nous permet d'avoir accès aux ressources, des gros serveurs. Finalement, tout à l'heure, de la présentation avant, quand on parlait des tailles des LLM locaux, eh bien, nous, en fait, on est un peu limité, puisqu'on a des serveurs de santé, donc on peut mettre DeepSeek, en fait. Voilà. Et le responsable, donc c'est Thomas Jodong, le responsable de CBM. Donc voilà, ça fait partie de l'équipe qui a travaillé sur le sujet, qui a permis aussi de préparer les questions pour le benchmark. Donc voilà, allez, pour les petites historiques sur ce qu'on fait à CBM, en termes de ce qu'on a fait avant, donc on essaye de faire aussi des antibiogrammes, c'est-à-dire regarder si un antibiotique va être sensible sur une bactérie qui vient d'un prélèvement, qui peut être une hémoculture, une prise de sang, sur
plus trivialement une égratignure, voilà, une fracture, une plaie, et on regarde, et puis on regarde après quel antibiotique. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on arrive à prédire voilà, on a un logiciel en interne que j'ai développé qui permet de savoir finalement les sensibilités avec toutes les molécules par rapport à si le patient il est masculin, féminin, voilà, l'âge, les unités, etc., les bactéries, les antibiotiques. Donc ça, c'est assez vraiment de l'IA, on va dire plutôt médical, et vraiment qui sert pour les médecins et les médecins généralistes. Voilà, c'est ça qu'on a fait. Donc voilà, après c'est un tableau pour montrer un petit peu là, voilà, la dernière version qu'on a sortie qui permet d'essayer de prédire finalement ce qu'on appelle les antibiogrammes, qui sont les sensibilités, les résistances d'antibiotiques. Voilà. À terme, ça permet aussi de consolider les relations avec les établissements de santé en leur donnant accès à ce tableau, et les médecins, par exemple de réanimation, les médecins de services de traumatique aussi, de traumato, ils peuvent regarder quelle bactérie, quelle molécule antibiotique choisir pour leurs patients en fait. Voilà. Après une deuxième étude qu'on a fait pour parler un petit peu de la genèse de la contextualisation de l'équipe IA, on a fait aussi, on arrive à prédire finalement des hormones sans avoir en fait à doser l'hormone. On a un PTH qui s'appelle la parathormone, et on s'est aperçu qu'on pouvait arriver à doser la PTH virtuellement sans l'avoir dosée. Et on a un terme de termes, c'est des petits jeux de données en fait, mais finalement on s'aperçoit qu'en médecine on n'a pas besoin d'énormément de jeux de données. Et on a mis Mixtral en fait qui nous permettait aussi de générer des patients avec Mixtral IA, voilà le 7X8B je crois. Et on avait généré beaucoup de patients, puis après on a retesté les modèles, ouais, on a fait plusieurs arbres, finalement une IA avec Mixtral, on génère un nouveau jeu de données, puis on a IA sans Mixtral normalement, et après on fait des statistiques classiques pour montrer que l'IA est plus performante. Ça a été présenté déjà à des congrès. Au niveau des résultats, avec chose qui était intéressante, qu'on a vu qu'on était proche de presque de 100% sur des bonnes réponses de prédiction d'hormones sans l'avoir dosé. Donc à terme, ça s'inclura chez Innovi en fait. Dans nos laboratoires, que le médecin demandera une prescription d'hormones virtuelles en fait, pour pouvoir après la doser en réel. Voilà. Parce que l'intérêt, ce que je veux dire, c'est qu'en médecine, l'intérêt, c'est pas la précision, vous savez, l'accuracy là, tout ce qu'on parle, ça nous intéresse pas en fait. Ce qui intéresse en médecine, c'est quand on dit une prédiction qui est oui ou qu'elle est non, l'un des deux, c'est que ce soit 100%. C'est là, ce qui nous intéresse en fait, c'est la valeur prédictive positive ou la valeur prédictive négative. Voilà. Mais là, on est bon à 97%, on est bon partout là. Donc voilà, c'est des enjeux un petit peu différents de médecine, puisqu'en fait derrière il y a un patient, donc il y a des traitements en fait, et on peut pas s'autoriser d'avoir d'erreur. On est vraiment dans l'échelle à 89% de le oui, que si on prédit quelque chose qui est oui, sera oui à 89%. Voilà. Donc c'est un peu le contexte voilà, médical. Donc là, c'est un peu la genèse des pré-LLM, ce qu'on avait un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui cherchent de faire de l'ontologie avec des bases de données, des bases de données textuelles sur des cas cliniques. Et en fait, ça donne des multiples, on va dire, des graphes. C'était la mode des graphes il y a quelques années, en fait, en médecine, de regarder dans les cas cliniques, j'ai ça, j'ai ça. Donc à la fin, c'est ça mon diagnostic. Il y a de multiples choses. Et donc c'était un peu resté sur ça, sur la bioinformatique, voilà. Et puis après, les LLM sont apparus, qui ont un peu démodé ce genre de choses. Mais c'est un petit peu ça. Vous avez les plaques, je sais pas, l'infarctus du myocarde, etc. Qu'est-ce qu'il y a avec lui là. Il y a la léthargie, je sais pas, l'abdominal, etc. Et c'est un petit peu finalement du LLM, c'est des mots qui se baladent un petit peu comme ça, et avec des probabilités. Donc voilà. Donc pour la suite, le contexte légal, parce qu'il faut en parler un petit peu, c'est qu'avec la CNIL et RGPD, et aussi pour le Code de la santé publique, on ne peut pas déjà monétiser les données, on ne peut pas monétiser les algorithmes, on ne peut pas les vendre. Donc on est avec la CNIL, on est sur des choses qui sont ce qu'on appelle de la recherche interne. On développe des algorithmes avec nos patients, pour nos patients et par les professionnels de santé qui s'occupent des patients. Donc on ne peut pas faire équipe avec des startups privées, parce que c'est interdit par la CNIL, il faut faire d'autres démarches juridiques. Mais dans notre cas, en tant que praticiens médicaux, on a accès aux données patients et on est vraiment tribut de ce qu'on fait, du moment qu'on raconte à la CNIL un petit peu comment on fait les choses. Voilà, mais on est très très libre en fait sur tous les sujets. Voilà. Donc la question de nous là, pourquoi en fait on a fait ce benchmark là, c'est qu'en fait on aimerait bien inclure des fois des recommandations, pas des diagnostics, mais finalement des recommandations, des interprétations sur les bilans avec des LLM, voilà.
Et le problème, c'est que finalement, on s'aperçoit que quand on utilise des solutions comme ChatGPT, en fait, on sait tous qu'à un moment donné, ChatGPT, on a un prompt qui fonctionne, et puis après, 2 jours après, 3 jours après, le prompt ne fonctionne plus, parce que sous-entendu que ChatGPT, des fois, on sait qu'ils testent leur modèle, ils font A et B, ils testent des fois des nouveaux modèles, ou des fois, quand il y a trop de demandes, et ils passent sur un modèle un petit peu inférieur. Donc voilà, donc on peut pas dépendre déjà juste pour un but on va dire sur un but purement de code, on peut pas dépendre sur des solutions comme ChatGPT. Et en plus, on peut pas non plus envoyer les données à ChatGPT puisque c'est une startup privée et on sort du cadre légal de la CNIL et c'est interdit en fait en France. Voilà. Donc l'objectif c'est de créer un leaderboard pour évaluer réellement la performance des LLM, puisque après il y a d'autres choses. Puisque les leaderboards que vous avez, on en parlera avec le MMLU, qui est celui-là un peu plus connu d'une manière générale pour la médecine, et on va voir ses limites. Donc là, c'est un petit peu l'évolution des LLM avec les BERT, les chats, voilà, GPT, etc. Avec les paramètres, bon, ça évolue quand même avec surtout Google, avec MedPalm, et surtout GPT, qui sont assez performants. Voilà, avec une certaine mesure. C'est ça, en fait, le débat du jour. Donc ça, c'est le MMLU, en fait. Le MMLU, c'est un clinical. Voilà, il y a plusieurs types. Il y a la biologie, l'anatomie. Et en fait, ils testent là, le GameFace, là, sur le leaderboard médical LLM. Ils testent, en fait, tous les modèles et ils regardent les taux de bonnes réponses. Donc, ils soumettent, en fait, un jeu de test. C'est un petit peu, je crois, je crois qu'il y a du zero shot, du one shot. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le zero shot, c'est quand on fait juste, on ouvre le LLM, ou une fenêtre sur OpenWebView ou peu importe, et on lui demande, la première chose qu'on demande, c'est la question. On lui montre pas comment il faut répondre, c'est ça le zero shot. Et le one shot, c'est quand on lui fait un exemple, on lui demande après de résoudre un problème. Donc là, il y a plusieurs types, mais là, je vous ai pris vraiment le contexte général. Donc on voit maintenant qu'on arrive avec du GPT-4, avec MedPalm 2, qui sont les derniers modèles actuels en ce moment, des modèles privés. On est sur 80% de bonnes réponses en clinical knowledge. Voilà, ça c'est ce qui est public sur les bases de données. Et l'intérêt de ce qu'on fait là, tout ça, c'est que en fait, on s'aperçoit que le MMLU, tout ça, je vous ai mis une question ici du MMLU là, l'allèle associé avec la thalassémie en fait, sur la population, la sickle cell en fait. C'est-à-dire que pourquoi il y a certains allèles qui sont prédominants en fait en Afrique subsaharienne. En gros, c'est ça la question. C'est qu'en fait, il y a la présence de malaria. Bref, et du coup, quand vous avez un certain allèle pour des hémoglobines, une mutation génétique, c'est protecteur de la malaria, donc du paludisme. Donc c'est très intéressant pour des individus qui sont des environnements où c'est qu'il y a du paludisme. Voilà. Ça, c'était une des questions du MMLU. Alors, l'intérêt que je vous mets cet exemple-là, c'est pour vous montrer qu'en fait, ces questions-là, c'est des questions de deuxième année de médecine. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est ces benchmarks de MMLU qu'on vous dit comme c'était on va dire la référence. En fait, c'est des questions de deuxième année de médecine. Quand on regarde les questions, il n'y a pas forcément d'enjeu de gravité médicale, il n'y a pas d'enjeu de vie ou de mort des patients derrière. C'est vraiment, on se promène un petit peu et on fait un petit peu de biologie, on fait un petit peu de génétique, mais ça sort pas de là. Donc quand vous avez des réponses à 88% sur des modèles comme ça, c'est pas de la pratique médicale, il n'y a pas un jeu derrière, il n'y a pas de responsabilité médicale, il n'y a pas de contexte juridique. C'est un peu le monde des bisounours en fait, MMLU, voilà, pour parler concrètement. Et du coup, l'intérêt pour nous, c'est de développer en interne un benchmark privé, donc privé, qu'on teste les modèles, mais on n'envoie pas les réponses. Parce que le problème du MMLU, c'est qu'en fait, ils envoient en fait leurs réponses. Et du coup, vous savez que le LLM, le ChatGPT, ils sont assez contents, puisqu'après, ils peuvent le réentraîner dessus. Et finalement, quand vous faites des benchmarks du MMLU, en fait, vous mesurez juste la capacité des entreprises comme OpenAI, juste à prendre sur un jeu de données qui est le test. Voilà, vous voyez un petit peu, il faut des benchmarks privés, c'est-à-dire des benchmarks qu'il n'y a que vous qui avez la réponse, que seul nous on a la réponse, et après on le juge. Voilà. Et du coup, c'est ça un petit peu, c'est que au niveau de la pratique médicale, il y a des aspects de juridique, d'éthique et de responsabilité médicale que le MMLU ne fait pas, parce qu'il c'est un global en fait, et comment dire, il n'y a pas d'enjeu vraiment derrière de compétences médicales, d'ordre des médecins, de condamnation. En fait, voilà, c'est un peu ça l'intérêt. Donc nous, on avait développé pour pouvoir un leaderboard, donc un benchmark, pour finalement voir en vrai que vaut ces LLM là. Parce que c'est ça la question. En fait, on nous annonce 95% des choses comme ça,
Mais en vrai, il y a différentes matières. Il y a la néphrologie, la cardiologie, il y a plein d'autres choses. Et l'intérêt, c'est de voir en pratique réelle qu'est-ce qui se passe. Donc là, c'est une des questions que j'avais posées. En fait, je l'avais mise en français aussi. J'ai un peu mixé les questions. Il y a des questions que j'avais posées en français, en anglais, voilà. En fait, on était cinq personnes qui posaient des questions, des médecins qui posaient des questions. On était 2 évaluateurs sur les questions, à la fin sur les réponses, c'est-à-dire qu'on évaluait les réponses des LLM, et avec 5 personnes qui avaient posé des questions de manière différente des domaines de néphrologie, de cardiologie. Donc pour vous montrer un petit peu les différentes des questions, une seule question je vous mets, c'est par exemple les enzymes CK ont une référence entre 10 000 et 20 000, donc une femme de 35 ans, elle a en fait 11 000 de CK. Qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien, si on regarde, c'est dans la norme, on lui dit, il n'y a rien, c'est normal, tout va bien. Voilà. Ça, c'est une des questions que je vous ai montré. Ça fait appel à quoi? Parce que dans les modèles, j'ai mesuré aussi les différents domaines, c'est-à-dire l'URL, s'il va chercher une URL, s'il va faire un calcul, s'il interprète un score, s'il y a un domaine d'urgence aussi. Donc là, sur la question, là, il y avait de l'ordre des grandeurs, de l'ordre de grandeur, en fait, de savoir. Et à la fin, ce qu'on remarque, c'est que, en fait, finalement, tous les LLM, ils ont décidé que c'était une urgence vitale. L'intérêt, c'est que finalement, à la fin, ils ont vu 11 000. Ils ne sont pas tracassés de savoir si c'était dans la référence. Ils ont juste vu 11 000 parce que, et c'était le piège que j'avais fait au LLM, en fait, j'avais tenté de les piéger. En fait, c'est ça l'idée. C'est vraiment de poser des questions de tous les jours de la vie médicale. Et en fait, ils ont eu peur. Pourquoi? Parce que dans PubMed, dans comment il s'est entraîné, c'est que dès que vous avez les CK supérieurs à 500, c'est une urgence cardiovasculaire. Donc pour lui, il voit juste le 11 000, il pense que c'est supérieur à 500, et du coup il déclenche en fait une urgence en fait en excès. Voilà. Donc finalement, c'est une erreur médicale, voilà, de responsabilité médicale. Voilà, donc pour l'instant, voilà, vous voyez bien que j'ai un petit peu tapé dans les coins. Au niveau des questions, voilà, c'était un petit peu les modèles que j'ai testés, c'est DeepSeek, Qwen, Llama, voilà, parce que je suis fan de Llama au départ, j'avais sur WhatsApp, donc j'étais content. Et après Copilot aussi, parce chez Innovi, on a le GPT-4 dans Copilot, donc c'est un environnement fermé, donc on voulait aussi tester, voilà, ça permettait de tester ChatGPT un petit peu quand même. Et donc voilà, donc il y avait des questions sur de cardio-néphrologique en fait, voilà, des questions d'urgence, et moi, je vous montrais surtout les questions d'urgence là. Au niveau des résultats, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ça c'est les résultats, vous voyez, l'accuracy, tout ça, c'est les résultats sur les taux de bonne réponse. Ça, c'est les résultats de manière générale, en fait. On voit qu'en cardiologie, c'est Qwen, c'est le chinois de Qwen, avec DeepSeek derrière, bon, forcément, voilà. Et après, ChatGPT et Meta qui s'effondrent un petit peu sur la cardio. Et après, de manière globale sur toutes les réponses de ces domaines, en fait, de néphrologie, on voit que finalement, en néphrologie sont un petit peu tous équivalents, et Qwen un petit peu est derrière. En fait, on voit quand même, voilà, on a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a certains modèles qui sont plus performants en néphro, etc. Mais quand même, en cardiologie, Meta, Llama, je crois que c'était 3.1, le gros 70 là, mais pas terrible, en fait, finalement. Et ça, c'est des questions de cardiologie. Voilà. Donc, pour des questions d'urgence médicale, ça, c'est vraiment les questions d'urgence, c'est-à-dire des questions de vie ou de mort. Voilà, c'est pour parler clairement. En fait, dans les prompts, je leur ai dit, qu'est-ce que tu fais? Oui ou non? En fait, j'ai pas posé. Vous savez, des fois, ChatGPT, il fait oui, je sais pas, donc je pense que je vais faire ça. Et puis DeepSeek R1 là aussi, des fois, il fait ça, mais je leur ai forcé en fait à donner à la fin qu'est-ce qu'on fait. Voilà, à la fin, voilà, il donne une réponse. De temps en temps, j'ai passé sur la version non censurée pour ceux qui connaissent comment on s'affranchit de la censure. Voilà, bref. Et du coup, on voit qu'en néphrologie, pour des questions d'urgence, en fait, on voit que finalement c'est Meta qui est à 100% correct sur les questions d'urgence. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que Meta Llama, des questions ultra, quand même, très difficiles d'urgence en néphrologie, c'est-à-dire des potassiums élevés, qu'est-ce qu'on fait, des insuffisances rénales, des dialyses, des insuffisances rénales aiguës, qu'est-ce qu'on fait. Et bien, Meta, il est top. Même j'avais beaucoup essayé de le piéger, mais voilà. On voit que tous ils sont assez performants. On verra pourquoi après. Et en cardiologie, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'en cardiologie, sur de l'urgence, c'est-à-dire que vous voyez qu'on est très très loin. Il y a quand même Qwen. Qwen, quand même, faut quand même le féliciter, qui sort sur 90% de bonnes réponses en cardio, c'est-à-dire des contextes d'infarctus du myocarde, d'embolie pulmonaire, des choses comme ça. Et Meta, par contre, lui, il est complètement derrière. Voilà. Donc ça,
dans des MMLU, vous pouvez pas le voir en fait. Des leaderboards publics, vous voyez pas ce genre de choses en fait précis. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça pour nous, pour développer après nos applications. Et pour nous, on développe plutôt des applications de maladies rénales, donc qui soient bons en néphro, les modèles. C'est très intéressant pour nous parce qu'en fait, on pourra peut-être l'inclure dans des comptes rendus ou des interprétations de résultats. Mais en cardiologie, pour le moment, c'est pas trop le cas. Et donc vous voyez qu'en cardiologie, ce qu'il faut comprendre, c'est des questions d'urgence. Donc sur 100 patients en fait. Et bien, Meta, il répond que il sauve 36% des patients en fait. Le reste, il les sauve pas en fait. Il fait l'opposé en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et après, aussi des déviations dans les résultats quantitatifs, parce que j'ai exploré aussi le calcul, pour savoir s'il calculait bien. Alors, je sais, vous allez me dire qu'on fait pas des LLM pour calculer, mais j'avais envie de le faire parce qu'il faut bien le quantifier, à un moment donné, tout ça. Il faut bien le quantifier. Et donc, on a Copilot ChatGPT qui est quand même sur des déviations, c'est-à-dire, là, c'était, vous savez, c'est la variation, donc, x1 moins x2 divisé par x2, voilà. Et donc Meta, il est pratiquement à 100% voilà, il peut faire le double des fois, il est même encore plus loin, il est à côté complètement. Mais Copilot ChatGPT est le plus robuste sur les calculs en fait, de néphrologie, de score, etc. C'est celui qui a le moins de déviation par rapport à la valeur attendue. C'est-à-dire quand vous dites j'attends une filtration à 120, et bien en gros Copilot ChatGPT va dire maintenant avec les calculs j'ai 130, mais Meta il va dire ben moi j'ai 300. Voilà, c'est ça un peu ce que ça veut dire. Donc ça c'était le tableau global, vous voyez, j'ai fait la temporalité, la priorité, l'urgence, l'analyse critique, le score, les valeurs énormes, le calcul, la récupération des data et l'URL, c'est-à-dire est-ce que tu peux m'écrire l'URL avec sur l'autorité de santé, à quoi ça correspond, je sais pas, un infarctus du myocarde, quelles sont les recommandations françaises de la Société française de cardiologie, par exemple. Et on voit qu'en URL, là, au niveau des réponses, en fait, ils sont tous vraiment complètement à côté, c'est-à-dire que les URL donnent sur rien, en fait. Après, il y a le calcul aussi qu'on voit qu'ils sont pas non plus très très forts. Et après, c'est un peu tout. Après, voilà, il y a c'est assez intéressant de le voir, de bien séparer les domaines, ce que le MMLU ne peut pas faire et les leaderboards publics ne font pas. Ouais, ça c'était un exemple par rapport à quoi on se comparait. En cardiologie, on voyait que c'était déjà exploré avec Gemini Pro, en fait, sur le MMLU, là, ils avaient exploré un petit peu la cardiologie, qui est de la cardiologie plutôt générale. Nous, c'était plus de la cardiologie, de biologie médicale. Voilà, et on avait trouvé qu'aussi il n'était pas non plus terrible le Gemini, et ça correspond finalement un petit peu. Nous, on est quand même un peu plus haut sur Qwen en fait, mais c'est pas vraiment la même chose qu'on comparait. Là, c'est de la cardiologie plutôt traditionnelle, voilà, générale. Nous, c'est de la cardiologie de biologie médicale, c'est-à-dire on a un résultat. Est-ce qu'on envoie le patient en urgence? Est-ce qu'on appelle le patient qui prend la responsabilité? Est-ce qu'on appelle le SAMU? Est-ce qu'on appelle la strength, etc. Donc voilà, et donc on a Qwen quand même qui se démarque bien. Là, c'était pour montrer donc les MMLU, vous avez tout ça en fait avec les différentes des Eliama 2 de l'époque. Là, en fait, vous voyez qu'on a en fait en 6 mois, on a le futur déjà en 6 mois après là. Et maintenant, on a DeepSeek qui arrive, R1, bientôt le R2 peut-être. Voilà. Et donc vous voyez que ça c'est les derniers là. En fait, finalement, ils sont tous après à 100% pratiquement de MMLU. Mais finalement, je vous ai expliqué que le MMLU c'est un petit peu caduque parce que c'est des questions de deuxième année de médecine. Et finalement, ça n'a pas trop de valeur de se regarder ces benchmarks-là, finalement. C'est sympa à regarder vite fait, mais sinon, c'est pas trop top. Après, je vous ai mis d'autres choses là pour vous montrer un petit peu les benchmarks. C'est pareil, c'est toujours les MMLU qui sont très très élevés, mais ça n'a pas trop de réalité. Et au niveau des interprétations, de ce qu'on a, on a les MMLU qui est public, et nous, ce qu'on a fait, c'est privé. Donc, il faut bien différencier les domaines, cardio, néphro, différencier aussi les types de questions pour voir les cas d'application. Des questions aussi médicales. Pourquoi c'est compliqué pour les LLM? C'est-à-dire que pour les LLM, en fait, un mot identique, ça a des contextes différents. Par exemple, la douleur, une fracture, ça fait une douleur, mais une douleur chronique, ça peut faire une dépression. C'est le même mot, mais c'est pas du tout la même. Un, c'est une conséquence et l'autre, c'est une cause. Voilà, c'est ça la différence aussi. Et le token, quand vous tokenisez, etc., il ne sait pas forcément faire les différences. Donc c'est pour ça que c'est compliqué en médecine de faire ce genre de choses. Du coup, le deuxième exemple, c'est des questions finalement de sensibilité modifiée avec des douleurs de nez. Enfin bref, c'est des questions où il y a besoin d'avoir des connaissances médicales. On le voit une fois en médecine, en deuxième année ou en troisième année, on nous l'apprend une fois et ça reste pour nous, pour notre vie entière. On n'a pas besoin de nous le répéter en fait. Mais les modèles LLM, ils ont besoin qu'on leur répète des choses. Donc c'est pour ça que des fois c'est compliqué pour eux. Il y a aussi pour les LLM, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a un biais majeur de publication sur le PubMed. Quand ils s'entraînent sur PubMed, c'est compliqué parce qu'en fait là ça fait partie des biais de publication. Les biais de publication, ils vont toujours mettre en avant
des publications où vous avez des différences significatives, où ils ont découvert waouh, quelque chose sur une maladie, ou sur une génétique, etc. Mais ils vont pas vous montrer finalement les moments où c'est qu'il n'y a pas de relation entre les variables. Et nous, on en a besoin en fait en médecine. On le sait intuitivement. Mais PubMed, quand il s'entraîne, il voit que des choses positives. Il voit pas des relations zéro en fait, c'est-à-dire où il se passe rien. Et ça, c'est un problème, hein, parce que il peut pas faire de lien comme il faut. Donc voilà, c'est ce que je vous disais pareil, c'est des biais avec les publications, les probabilités, voilà. Donc il n'a pas vraiment accès à un arbre médical en fait. Il vous parle de choses qui sont positives. Et donc voilà, pour terminer en conclusion, voilà, nous on est vraiment avec la CNIL, on est bon, l'IA Act européen c'est bon, on est bon aussi. Et l'intérêt c'est d'avoir des IA dignes de confiance. Donc quand on a DeepSeek qui tourne, on est content. Quand on a Qwen qui tourne, on est content parce qu'ils sont locaux, on n'envoie pas de données à l'extérieur. Et voilà. Et après, on a quand même la gouvernance pour nous et la souveraineté, c'est-à-dire que si on met en place des algorithmes, si on met en place de l'inférence, voilà, si on met sur un compte rendu, on sait qu'on aura le modèle qui sera constant. On changera la température des paramètres s'il faut du modèle, mais on sait qu'on est constant. Et pour rappel, je vous rappelle que ChatGPT n'est pas IPA compliant, c'est finalement, IPA, c'est les normes médicales. C'est-à-dire que ChatGPT n'est pas habilité à recevoir des données médicales, même pas aux États-Unis en fait. Donc imaginez si nous on envoie depuis l'Europe des données médicales. Donc voilà, et après c'est toujours à peu près toujours pareil là. On a toujours la gouvernance et la circulation. Donc nous c'est du LLM en local sur nos serveurs Innovi qui en local à Toulouse là, qui servait avant pour héberger des données de biologie. Donc c'est des gros serveurs à plus de 200 000 € en fait qu'on a, voilà, avec beaucoup de RAM. Donc quand on télécharge les modèles en fait, ça se télécharge très vite et on se tracasse pas de la place que ça prend. Et donc voilà, l'intérêt c'est vraiment pas de connexion internet, voilà, on a un VPN aussi en interne, on se connecte même plus au Wi-Fi, on se connecte même plus au Wi-Fi chez nous, on fait plus du Wi-Fi, voilà, on fait qu'avec du câble. Et donc voilà, donc je remis sur tout le monde le Data Aquitaine, le pôle Enter et la direction d'Innovi aussi et nos biologistes qui ont participé à l'étude. Voilà. Merci à vous, merci à tous. Merci beaucoup. On va bientôt faire la pause, mais je vous propose qu'on prenne peut-être une petite question avant ça. Bonjour. Alors, je suis désolé, j'ai deux questions un peu tangentes. Oui. La première, c'est vous avez montré il y a 97 dans un des modèles, c'était 97% de résultats positifs. C'était où Celui avec le random forest. Ah ça c'était avant, c'était pas des LLM, mais je montre. Ouais, je montrer là, en fait, ma question elle est tangente, c'est pour ça. Ouais. Quand le modèle se trompe dans les 3%, qui est-ce qui porte la responsabilité médicale? Ah ben ça c'est moi. Okay. Donc c'est le concepteur moi, en fait. Du modèle. En fait, ça sera celui qui l'applique. Ah, celui qui l'applique. Celui qui concepte le modèle, en fait, c'est ça la différence, en fait. C'est l'utilisateur final, c'est le médecin. Ça fait partie des questions vraiment qui sont des questions d'éthique, c'est-à-dire que c'est pour ça que les forêts, les arbres additionnels, c'est très très intéressant parce que on a une compréhension. On se dit c'est supérieur à telle chose, c'est inférieur, on comprend aisément. Quand on fait du deep learning, on comprend moins avec les poids, ce qui veut dire qu'on peut même pas l'expliquer au patient. Pas dire au patient, mais vous avez le poids du X1 qui est un truc, donc ça passe comme ça. Avec les forêts randomisées, on peut dire c'est un vote d'arbre décisionnel, on comprend un petit peu plus. Mais la responsabilité des 3%, mais en fait, on va pas se mouiller. Hein. Dans ce contexte-là, nous, ce qu'on cherche, c'est avoir 100% d'une bonne réponse. Ça, on peut le splitter, si vous voulez, en fait, 97%, mais on peut le splitter aussi en deux choses. PTH élevé, oui, PTH élevé, non. Et là, il y a un pourcentage par rapport à ces valeurs-là. Mais ça, c'est des questions. En biologie, si on se rate, là, pour le concept de la PTH, là, si on se rate dans 3% des cas, on va doser une PTH, elle sera pas élevée. Ça n'a pas trop d'enjeu. Voilà, mais des choses, par exemple, l'antibiogramme, là, ce qui est un peu plus qu'on développe, là, si on affiche quelque chose qui va être vraiment une molécule antibiotique que le médecin, en fait, donc en réa avec un patient polytraumatisé qui a une infection très grave, etc., qui s'appuie sur autre chose, on a intérêt à avoir du 100%. Et ça, on peut le booster en fait avec les algorithmes en fait. On peut le trouver. Hein. Si on dit il faut un tel antibiotique, oui, on peut avoir 89,999. Voilà, ça, dans l'espace, on fait des projections avec les kernels, mais on peut choisir finalement la valeur prédictive positive, ou soit, par exemple, c'est pour les dépistages. Les dépistages, quand on fait un dépistage, on s'autorise à avoir des faux positifs. Voilà, mais tous qui sont vraiment négatifs, ils sont négatifs en fait. Voilà. C'est aussi ça la question. Quand il dit que c'est non, un dépistage, un test de dépistage, par exemple pour le VIH, quand il dit que c'est non, c'est clairement c'est vraiment non, 100% de non, pratiquement 99,99 de non. Voilà.
C'est un peu dans ce genre-là qu'on part, en fait, on dit oui, mais on sait que c'est 99%. Mais du coup, quand c'est le non, on sait pas. C'est un peu ça l'idée. Donc on prend pas forcément de responsabilité, on la prend, mais on sait qu'on est bon, en fait. Voilà. Et donc j'ai une deuxième question tangente, qui n'a rien à voir non plus. Vous avez montré les résultats des modèles génériques sont vraiment très mauvais. Vous êtes enseignant également, si je ne me trompe pas, au début Oui. vous disiez ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent ChatGPT. Est-ce que vous avez senti alors peut-être une modification du comportement des étudiants vis-à-vis de ça? Et est-ce que vous partagez vos résultats aux enseignants et autres pour montrer que c'est pas forcément une bonne source de connaissances? C'est ChatGPT, en fait, on le voit, en fait, si vous voulez, ChatGPT, on le sent. C'est-à-dire que ChatGPT, il ne prend jamais de décision. Il dit toujours oui, peut-être, je sais pas, ça serait bien de faire comme ça par rapport à ci, et peut-être aussi, mais il prend pas une décision. Et dans les examens que je fais passer, dans les thèses des masters, tout ça, je leur demande de faire un sujet avec une prise de décision. Combien de patients? Qu'est-ce qu'on fait avec là-bas? Qu'est-ce qu'on fait avec le gouvernement anglais? Qu'est-ce qu'on fait en Europe avec le YACT? À quoi ça correspond? Pourquoi? Et en fait, ChatGPT ne sait pas quand il répond à ça, donc on le voit très nettement. Mais après, on voit l'avantage de ça, c'est qu'on voit les étudiants en fait qui sortent du lot et qui le font eux-mêmes en fait. Voilà, c'est ça, je veux dire. ChatGPT, on le voit. Vous savez, il y a des mots delve là en anglais là, with delve. Voilà, ça c'est ChatGPT-ism, ce qu'on appelle maintenant des ChatGPT-ism. Voilà, mais il prend jamais de décision, donc on le voit de suite en fait quand c'est trop long. En vrai, en médecine, quand on fait les cours comme ça, c'est quoi? On demande de faire du consentement médical. Je sais, par exemple, j'avais posé un sujet sur comment on mettait en place finalement une IA dans un hôpital. Et bon, il y avait des fois un médecin, un étudiant médecin, donc qui fait le master là, et bien il m'a pas jamais parlé de consentement. C'est un peu moyen, quoi. Enfin, bref. Mais c'est des questions qu'on voit parce que c'est ChatGPT qui prend la main, il l'utilise, mais il l'utilise pas de manière, on va dire, comme si c'est difficile en fait. Mais on le voit de suite quand ils l'utilisent ou l'utilisent pas. Mais c'est vrai que c'est la facilité pour eux, mais je pense qu'à la fin, des fois, on a quand même beaucoup qui font manuellement les choses, qui l'utilisent pour les articles, etc. Mais à la fin, c'est toujours pareil. ChatGPT n'arrive pas forcément à résumer les articles avec ce qui est intéressant. Ils n'arrivent pas non plus en fait à chercher aussi des articles avec ChatGPT. Moi, j'avais cherché aussi j'avais testé à l'époque là, mais il donne un lien avec, vous savez, un numéro de publication. On va voir la publication. En fait, c'est pas les bons résultats. Mais c'est normal. ChatGPT, c'est juste autocorrect avec des stéroïdes. Donc, on peut pas non plus trop leur demander en fait. Mais donc ouais, pour répondre à la question, effectivement, on voit beaucoup de ChatGPT. C'est triste. Mais bon, après, on favorise les étudiants qui se mouillent en fait. Peu importe s'ils ont raison ou pas, hein. S'ils ont tort ou raison en fait dans des choses comme ça, l'intérêt c'est qu'ils ont pris une décision. Voilà, ils ont fait un leadership, ils ont pris une décision. Par exemple, un nombre de patients, je vais inclure comme ça. Ça plus à favoriser les autres étudiants en fait. Voilà, je passe ça pour la question, mais merci. Merci beaucoup, Yoann, pour le talk.